Bien, nous avons vu dans la vidéo précédente que grâce à la théorie des quarks, on peut expliquer comment les protons et les neutrons forment donc cette entité qu'on appelle le noyau atomique. Et pour ça, on fait appel donc à une propriété essentielle du vide. Et comme on va le voir, cette propriété du vide, elle est liée au fait qu'on peut tirer de l'énergie de ce vide et puis la transférer. Et ça, c'est vraiment la nouveauté par rapport à tout ce qu'on a vu en physique classique ou même en première quantification. En première quantification, le vide est vide. C'est-à-dire qu'il peut contenir des rayonnements électromagnétiques, mais la matière est donnée une fois pour toutes. Vous avez une particule ou vous n'avez pas de particule. Donc ça suggère que le vide est un milieu en physique quantique. C'est une substance. Et on va même aller plus loin, on va dire que c'est la seule substance qui est vraiment réelle. Le reste, c'est que de la transformation, du mouvement qui s'exprime en fréquence, et plus la fréquence est élevée, plus ce vide vous apparaît comme étant plein, fait comme on appelle une particule de matière. Alors, pour ça, on va un peu réinterpréter les différentes quantités qu'on a manipulées jusqu'à présent. Alors, voilà ce que ça donne. On a donc à la base deux quantums. On a le quantum d'action, le quantum de charge électrique, c'est-à-dire que la charge électrique vient par paquet. Vous avez une fois E, deux fois E, trois fois E. Et puis vous avez notre quantum d'action, c'est-à-dire que l'action, qui est homogène à un produit d'une masse par une surface que divise un temps, et elle arrive aussi par paquet. On a deux paquets, le paquet de charge et le paquet d'action. Alors formulé comme ça, bon, c'est comme ça que c'est sorti, mais il faut dire, bon bah oui, c'est comme ça, on l'apprend. Mais ce qu'on va faire ici, c'est essayer de réinterpréter ça de façon plus correcte. Voilà ce qu'on va faire. On va d'abord introduire ce qu'on appelle le quantum de flux magnétique. Alors, un flux magnétique, ça se mesure en Weber, et c'est facile, vous prenez le quantum d'action et vous divisez par le 2 fois la charge de l'électron, enfin la charge élémentaire. Alors, le facteur 2, il vient du fait que, on le verra, en physique relativiste, on ne peut pas créer les objets tout seul, il faut toujours les créer par paire. Donc c'est pour ça qu'on a un facteur 2 qui intervient dans la définition du quantum de flux magnétique. Après, on peut définir ce qu'on appelle un flux de force électrique. Vous prenez simplement le carré de la charge électrique élémentaire, vous divisez par ce qu'on appelle la permittivité du vide. Et on peut aussi définir un flux donc de force magnétique qui, elle, va correspondre au carré du quantum de flux magnétique que divise donc deux fois la perméabilité magnétique du vide. Vous voyez que le fait qu'on est obligé d'associer une permittivité, une perméabilité au vide veut bien dire qu'on considère le vide comme une substance et non pas comme quelque chose de vide, puisque ce sont des choses qui ont des valeurs bien précises et que Maxwell avait déterminées à son époque. Voilà, puis après, on a ces quantités, on va faire des rapports, par exemple, je prends quel est le rapport entre le flux électrique et le flux magnétique. Eh bien, je vois que ce rapport, en fait, est sans dimension, puisque ce sont deux flux, et il est une constante qu'on connaît bien en physique relativiste, c'est la constante de Sommerfeld, ou de structure fine, c'est un nombre sans dimension qui vaut 1 sur 137. C'est-à-dire, partout où vous écrivez cette constante alpha, vous pouvez voir ça comme une constante qui caractérise le flux électrique par rapport au flux magnétique qui est disponible dans le vide. Après, on peut aussi faire le produit de ces deux flux, et à ce moment-là, on trouve très facilement que le produit de la constante du quantum d'action par la vitesse de la lumière correspond en fait à un flux géométrique moyen. C'est la moyenne entre le flux électrique et le flux magnétique, encore une fois, du vide, c'est-à-dire il n'y a pas de matière, c'est juste des constantes de la nature. Donc ceci nous permet d'introduire deux constantes qui sont vraiment fondamentales pour ce qui suit. La constante de rapport entre le flux électrique et le flux magnétique qui s'appelle donc alpha, et le flux de force électromagnétique qui lui se note H bar sur C. Et à ce moment-là, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour travailler dans notre nouvelle configuration de seconde quantification. Maintenant que nous avons réinterprété le quantum d'action comme étant en fait
lorsqu'on le multiplie par la vitesse de la lumière, on aura un flux électromagnétique moyen et qu'on a donc cette constante de structure fine qui nous donne directement le rapport des flux, des contributions électriques et magnétiques du vide, on sait maintenant que le vide est une substance qui a ses caractéristiques. Soit vous parlez de la permittivité et de la perméabilité du vide, qui sont différentes de zéro, soit vous discutez de la constante de structure fine, du rapport entre le flux électrique et le flux magnétique, ou vous utilisez le produit H bar C, qui est le flux moyen électromagnétique disponible dans le vide. Je dis bien disponible, c'est-à-dire qu'il est là, il est donné par la nature, et évidemment, comme il est là, il est donné par la nature, il faut s'en servir. Parce que ce serait idiot d'avoir cette possibilité de ne pas s'en servir. Alors, c'est là où on va introduire donc ce qu'on appelle la notion de particules virtuelles, dont on a besoin pour continuer. Alors, le vide est une substance. On est d'accord, maintenant, on l'a établi. Il va falloir la remplir avec quelque chose. Parce que toute substance est forcément faite de quelque chose. Alors évidemment, cette chose qu'on va remplir dans le vide ne peut pas être quelque chose de visible. Parce que sinon, on verrait. Si c'est vide, ça veut dire qu'on ne voit rien, on n'observe rien. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Je vous rappelle ce qui se passe avec notre petite expérience là. Là, je ne vois rien. Mais cet appareil me dit que cette boule à plasma émet quelque chose d'invisible. Donc l'idée c'est ça, c'est que le vide, vous ne voyez rien, mais il y a quelque chose dedans. Et ce quelque chose s'appelle des excitations virtuelles. On a une réalité virtuelle en fait. Donc qu'est-ce que c'est qu'une réalité virtuelle? C'est ce qu'on va voir ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est reprendre la définition de la force selon Newton. Selon Newton, la force, c'est une variation de quantité de mouvement par unité de temps. Si la quantité de mouvement, qui est le produit de la masse par la vitesse, varie dans le temps, vous avez une force. Et comme vous le voyez ici, eh bien on peut, si on dit que l'espace est relié au temps par la vitesse de la lumière, puisqu'on est en physique relativiste, l'espace et le temps c'est la même chose, à la constante C près, eh bien vous voyez qu'à ce moment-là on peut écrire ceci, c'est que la force, ça va être notre flux de force électromagnétique qui vient du vide, que divise tout simplement la distance qui me sépare, la distance à laquelle je suis, le carré de la distance. Et ça, c'est exactement la force de Coulomb. C'est-à-dire qu'on justifie comme ça toutes les lois de l'électromagnétisme. Alors, on peut toujours, évidemment, associer à ça une énergie, puisqu'il suffit de multiplier la force par le déplacement delta x, et à ce moment-là, vous voyez qu'on a une énergie dans le vide, ça s'appelle l'énergie du vide, qui est donnée par le rapport de H bar C sur 2 fois la longueur du vide que je considère. Ensuite, on va donc introduire ici le postulat de la relativité. C'est que dans le vide, on est limité par la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si on fait créer des photons, ils ne peuvent pas se déplacer, ou des particules ne peuvent pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la longueur parcourue sur l'intervalle de temps mis ne peut pas être plus grand que la vitesse de lumière dans le vide. Donc ça nous donne une inégalité sur l'énergie et le temps. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le temps qu'on retrouve ici n'est plus le temps de l'équation de Schrödinger, puisqu'il n'y a pas d'équation de Schrödinger. Donc c'est plus ce temps fictif qu'on avait en première quantification. Là, c'est le vrai temps qu'on appelle la durée de vie. C'est-à-dire que cet objet qui va se former à partir du vide, il est virtuel. Pourquoi? Parce qu'il va exister pendant un court instant. Il va vraiment exister en tant que réalité. Mais par contre, pour ne pas violer les lois de conservation de l'énergie, au bout d'un certain temps, il doit disparaître, c'est-à-dire il est sorti du vide, et bien il doit retourner dans le vide. On peut prendre l'image de, vous savez, sur les océans, on a des vagues qui symbolisent donc le champ. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ces vagues? Ben, on trouve de l'écume. Il y a cette mousse blanche, et cette écume, elle a la caractéristique, c'est qu'elle apparaît et elle disparaît. C'est exactement ça, on a le droit de faire apparaître ce que vous voulez, mais au bout d'un certain temps, qui est piloté par les constantes de la nature, on doit retourner, replonger dans l'eau,
disparaître pour ressortir un petit peu plus loin. C'est comme ça que fonctionne le vide, c'est un milieu en fait, je crois que l'image de l'océan est très bonne. C'est un milieu océanique avec des vagues et puis de l'écume. Et de temps en temps, il y a de l'écume qui apparaît, puis elle disparaît. Et cette écume, ça s'appelle des particules. Et on les interprète comme des particules, alors que les vagues qui, elles, n'ont pas d'écume, sont les ondes. Et on voit très bien comment des particules peuvent coexister avec des ondes, puisqu'on a à ce moment-là la réalité qui est le vide, qui est l'océan. Voilà un petit peu l'idée schématisée de cette physique. Alors, concrètement, ça donne quoi? Ça donne que quand vous sortez comme ça des particules du vide, hop, elles vont devenir réelles. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une énergie, une masse. Et là, je ne rentre pas dans les détails parce que ça, c'est bien décrit dans la théorie de la relativité. Et on n'a pas besoin de la démonstration, on va juste prendre le résultat. En relativité, on sait qu'il y a deux types de particules. Il y a une particule qu'on appelle une caractère matière et un autre caractère qui est antimatière. Pourquoi? Parce que dans les équations de la relativité, c'est toujours l'énergie intervient toujours au carré. C'est-à-dire quand on développe les équations, c'est toujours l'énergie au carré. Et quand on a l'énergie au carré, et qu'on veut revenir dans le monde réel, il faut prendre la racine carrée pour revenir à une énergie. Mais quand on prend la racine carrée, vous savez tous qu'il y a deux solutions. Une solution avec le signe plus et une solution avec le signe moins. C'est-à-dire qu'on va avoir des énergies et des masses positives, on va appeler ça de la matière, et des énergies et des masses négatives qu'on va appeler de l'antimatière. Et c'est pour ça qu'on a toujours un facteur 2. Parce que la matière et l'antimatière ont la propriété, donc vient se rendre compte, de recréer du vide. On avait du vide, on doit retrouver du vide à la fin. Et c'est pour ça qu'il faut toujours créer deux particules, et pas une, parce que si je faisais créer une particule de matière, ce serait violer les lois, ce serait plus du vide. Si je veux avoir du vide au début, du vide à la fin, je dois créer une particule et une antiparticule simultanément, de telle façon à ce que quand je les considère ensemble, ça fasse toujours du vide. Même si c'est de l'écume, et qu'on les perçoit comme effectivement des vraies particules avec leur masse. Alors on peut dire aussi, ça c'est dans la théorie, qu'il y en a une qui va dans le sens positif du temps et l'autre qui remonte le temps. Voilà. Et donc ça permet de définir en fait deux classes de particules. Celles qui ont une durée de vie supérieure à cette inégalité, c'est-à-dire le delta T ici, lorsque je le multiplie par l'énergie d'une particule réelle, je trouve une valeur supérieure, et ça c'est une particule réelle. C'est-à-dire, elle va apparaître. Elle va apparaître du vide. Soit, au contraire, c'est une écume, c'est-à-dire qu'elle apparaît, puis après elle va disparaître un temps après, auquel cas, on change simplement le signe de l'inégalité. Voilà, donc avec ça, on a bien compris de quoi est fait le vide. C'est fait d'excitation virtuelle, d'écume sur un océan qui peut être agité avec beaucoup d'eau, avec des ondes qui représentent les vagues. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin, parce qu'après ça deviendrait très technique, mais de toute façon, on a mis en place les principes de base, on n'a pas besoin d'autre chose pour ensuite travailler et prévoir des phénomènes, comme vous le verrez, assez intéressants.